incroyable de nouveaux talents, de nouveautés, de nouvelles choses et tout. Et je parle à un pote à moi qui était tagueur, qui s'appelait Seno. Okay. Stéphano de son prénom. Et il me dit ah ouais non, t'aimes bien ça aussi. Ah ouais, bah écoute, regarde, j'ai des potes là, ils sont dans le 18e, ils s'appellent Nick ta mère, et ils font un truc sur Radio Nova tous les vendredis soirs avec Dynasty. Là, écoute, tu vas voir, c'est bien et tout, etc. Et là, le vendredi soir, donc je mets la... C'était le dimanche. C'est le dimanche, ouais. C'est important. Comment ça dire que je dis des conneries? Parce que je sais qu'après les gens sur Internet vont dire non, c'était le dimanche. Donc on le dit. Non, et du coup, ah oui, j'étais persuadé que c'était le vendredi. Non, t'as raison, c'était Lord Zelko, l'émission du vendredi. Ouais. Et du coup, je me mets sur Radio Nova. Donc là, personne sait comment on se met sur Radio Nova, parce qu'aujourd'hui, on clique dessus. Et j'entends il est blanc, je suis noir, la différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Et là, je me dis, bon, ok, j'arrête tout, faut que je rencontre ces mecs. Je vais absolument le faire. En fait, moi, mon père était animateur à RTL. Mon grand-père a fondé RTL, et donc j'étais là-dedans. Et mon parrain avait une boîte de production de concerts qui s'appelait Zéro Production, et c'était le meilleur ami de mon père. Donc j'étais constamment avec eux quand j'étais pas chez ma mère, quoi. Et j'ai eu la chance de bosser à 14 ans sur des tournées en France et tout, genre Police ou des groupes comme ça. Ah ouais. Et à 14 ans. Ouais. Enfin, j'étais un peu, j'étais le fils du mec qui connaissait, quoi. J'ai pistonné, quoi. Ouais, mais t'étais au milieu de tout ça, et voilà. Et en fait, Police, c'est une anecdote intéressante parce que on arrive dans les arènes de Orange, je crois, un après-midi. Et moi, le batteur m'avait un peu, il m'aimait bien et tout. Donc, en fait, j'étais un peu assistant du batteur. Je leur apportais ses baguettes pendant le show et tout. Pour moi, c'était le truc le plus important du métier de la musique. Et j'allais lui chercher des cuisses de poulet dans sa loge et tout. Enfin, voilà. Et là, juste avant le concert, il y a un hélicoptère qui arrive à côté des arènes. Et il y a le frère du batteur qui s'appelait Miles Copeland, qui sort genre en costard très très imposant, etc. Et c'était le manager du groupe, et c'était à l'époque le manager le plus influent et un des plus importants du monde. C'était un des plus gros groupes du monde, et le mec était genre surpuissant, plus star que les artistes. Je sais pas s'il était plus star, mais il arrive en hélicoptère. En tout cas, pour moi, il était très imposant. Là, il a gueulé du moment où il est arrivé jusqu'à peut-être 1h30 après le concert sur absolument tout le monde. Je sais pas tout ce qui s'était passé comme problème ou quoi. En tout cas, il était pas content. Il a viré des équipes de caméra qui étaient là pour filmer, etc. Et moi, j'étais genre, mais je me disais, non, mais c'est tellement ce que je veux faire. Moi, je veux faire ça. T'as 14-15 ans. Ouais. Tu vois ce manager et tu veux être lui. Ouais, et je dis donc le lendemain à mon père, moi, je serai manager. C'est fou, ça. Et du coup, il m'a acheté un sweat avec écrit manager, où j'ai encore des photos de cet âge-là où j'ai le sweat. Léa peut le prouver. Donc je reviens sur mon histoire de il est blanc, je suis noir, la différence se voit comme dans les yeux des bâtards. Et donc là, je me disais, mais non, c'est pas possible et tout. Et j'appelle Stéphano, donc Seno, le tagueur du 18e, qui me dit qu'il vit à Biarritz maintenant, d'ailleurs. Et qui me dit, il s'appelle Joey Star. Bon, il est un peu spécial et tout, mais je te le présente. Et puis je rencontre Joey Star, et je crois que ça a duré 22 minutes, et on s'est pas quitté pendant 30 ans. Non, 20 ans. Ok. Voilà. Donc là, à ce moment-là, toi, tu veux les manager. Ouais. Déjà. Ah, je le fais direct. Ok, donc, au bout des 22 minutes de discussion, t'es dans le manager. Ouais. En fait, ils bossaient déjà avec un mec qui s'appelait Franck Chevalier, qui était le mari de Nina Hagen. Et qui était en même temps styliste chez Jean-Paul Gaultier. Donc ça, c'était ce qui explique un peu le côté hyper fashion d'NTM au début, qui a été absolument bénéfique, parce qu'en fait, ça a ramené toute une clientèle de gens et toute une catégorie de gens qui ont poussé pour que ce mouvement devienne quelque chose et tout, et que ça soit pas tout de suite cantonné à un truc de, entre guillemets, de banlieusards et de... mis de côté. Voilà. Et donc, c'est devenu... Il y avait plein de rappeurs qui allaient aux soirées Zoupsi, au Bobino. Ça, c'était les soirées que montait Franck Chevalier. Et du coup, il mélangeait les gens de la mode avec les gens du hip-hop et tout. Donc, il y avait aussi bien Joey, qui était comme les gens de la mode l'adoraient parce qu'il avait un physique, une attitude différente, etc. Il y avait Papalou, Lucien, il y avait Rocking Squat et son frère, Vincent Cassel, etc. Enfin, il commençait à y avoir tout mélangé avec des gens de la mode. Et tout ça avec les gens de Radio Nova, les gens de la mode. Enfin, c'était un milieu très très parisien, et pas du tout que... Là, on est dans le temps, on est quand à peu près? Alors ça, je suis pas le meilleur là-dessus, mais je pense que c'est 89. Ouais, on est fin des années 80, on n'est pas encore des années 90. Ouais, peut-être début 90, mais je suis même pas sûr. Ok.
Voilà. Donc toi, quand tu termines cette discussion avec Joey Starr, tu manages NTM. Toi, c'est donc ton premier. Je démarre. Voilà, c'est ton premier truc dans le rap. Ah ouais. Et même tout court, toute musique confondue. Non, parce que je venais, j'étais chez Carrère à cette époque. Waouh. Qui était une maison de disques à l'ancienne là. Ah. Et j'étais stagiaire d'une dame qui était une des plus grandes productrices de dance. Mm-hmm. Et tu sais, à l'époque, c'était une musique qui marchait vachement, l'eurodance, la dance allemande, des trucs comme Corona, tout ça, etc. Ouais. Et j'étais son assistant. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'était que des contrats pour des titres. Mm-hmm. C'était que des coups, en fait. Ouais. Donc en fait, en gros, c'est le producteur, la maison de disques et l'artiste sont tous des escrocs. Ils sont tous pareils. Ils sont venus faire un braquage. Ouais, exactement. C'est tout un truc pour aller. Après. C'est généralement des trucs allemands qui chantent en anglais. C'est toutes les histoires où il y a eu Mini Vanille aussi, où en fait les mecs chantaient pas. C'était le producteur qui chantait. Enfin, c'était voilà, c'est que ça. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Là, moi, j'arrivais avec mes trucs de rap et tout. Donc je crois que j'avais fait le track listing d'une compile de rap chez Carrère. Non, je l'ai jamais dit parce que le truc est horrible. Il y a un espèce de Spirou avec des baskets dessinées sur la pochette. Mais il y avait quoi dedans? Non, des vieux trucs de old school, etc. Américains. Ouais, bien sûr. Ah oui, il y avait pas de français. Ah, ok. Et puis j'étais à ce moment-là, j'ai commencé. Je commençais avec NTM, donc au début, Cool Chain me regardait un peu là. Qu'est-ce qui nous a ramené Joey encore? C'est quoi ce gamin? C'est quoi ce gamin, etc., là. Et parce que t'étais plus jeune qu'eux? Ben bien sûr, je le suis toujours d'ailleurs. Oui, ça n'a pas changé, c'est clair. Mais moi je sais pas, je vous ai évidemment. Je t'ai tellement vu avec Joey Starr, pour moi c'était les mêmes. Je me dis ok, ils ont le même âge. Non, mais il a okay. Je sais, il a 4 ans de plus que moi. Ok. Donc je comprends un peu Cool Chain, donc il se dit, il voit un mec plus jeune. Surtout j'avais 19 ans. Hein, c'est ça. Donc il se dit. J'avais 19 ans, puis je venais de l'avenue Charles Floquet dans le 7e, donc imagine un peu le choc des cultures. Tu vois, eux ils étaient à Salvador Allende, c'est pas la même chose, quoi. Mais bon, j'avais ma petite R5 et j'allais à Saint-Denis tous les jours et tout. Voilà, je me suis intégré. Okay. Et ils m'ont accepté. Et j'ai fini par avoir une relation avec Cool Chain, peut-être pas aussi importante que celle avec Joey, mais en tout cas très très importante. C'est pour moi, ça a été un collaborateur, un associé, un partenaire pendant 10 ans. Moi, je dis souvent que c'est pas de la pudeur ou de la modestie, mais ça a été mon vrai stage professionnel, quoi. Ça a été je suis pas en train de pas être ni content de moi ni quoi que ce soit. Je suis très fier de ce que j'ai fait et j'ai fait quelques coups pendant NTM qui ont été très très bien perçus et qui ont été on va y venir. Ouais, mais et du coup le premier, donc là parce qu'au début moi je voulais vraiment m'imposer et montrer tout de suite que j'avais tellement envie que machin. Ce que j'allais te demander. C'est il y avait une boîte de pub qui bossait chez Carrère, qui faisait tous les spots de pub et tout, qui était c'était la fin de l'époque de la pub et du carton, etc. Donc il y avait plein de petites boîtes de pub, en plus des grosses, qui bossaient un peu comme ça, etc., etc. Et il produisait aussi des artistes, donc il était très souvent dans les couloirs de Carrère et tout, et je lui fais écouter le groupe et tout, et tu vois le côté publicitaire du mec, il se dit non mais nique ta mère, mais c'est fantastique. Mais c'est quoi ce délire de truc des mecs là, c'est rebelle, on dirait les Sex Pistols et tout, c'est génial. Moi je te propose de les signer pour enregistrer un album et tout, et en fait j'achète les 2 4x3 en bas des Champs-Élysées, et on met le grand truc nique ta mère comme ça, etc. J'étais là, ça envoie quand même, hein, ça c'est pas un petit truc. Et de l'autre côté, il y avait la mère de Lady V. Ouais. Donc la danseuse d'NTM et la petite amie de Cool Chain qui malheureusement est partie aujourd'hui dans un accident, qui était notre grande copine, etc. Et sa mère était attachée de presse chez Epic. Okay. Donc sa mère fait écouter NTM en interne, etc., etc. Et Epic sont intéressés. Okay. Donc en fait, moi, le premier truc, c'est que je me retrouve à mettre en concurrence, sans vraiment savoir que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais à mettre en concurrence Epic, et la boîte s'appelait Macadam, avec lui qui était quand même genre beaucoup plus funky que la maison de disques, donc qui quand je lui présentais Joey, il sortait le soir, il était marrant et